Je dis, l'inconscient n'est pas une notion. Qu'il soit une clé, ça se juge à l'expérience. Une clé suppose une serrure. Il existe assurément des serrures, et même que l'inconscient fait jouer correctement. Qu'y eut-il de si rare dans la voix qui, semaine après semaine, pendant 27 ans, s'est fait entendre dans son séminaire, dont les dernières années se sont passées ici, à la faculté de droit du Panthéon. L'hétérogénéité du public qui se pressait pour aller écouter Lacan nous avertit de la force de la question qui a fait exception dans la pensée contemporaine. Pourquoi est-ce que dans son retour à Freud, dans son renouvellement de la psychanalyse, Lacan a-t-il interrogé des disciplines aussi différentes que la linguistique, la topologie, la mathématique, la philosophie, la littérature, l'anthropologie? Cela fait partie des questions que nous nous posons. Mais avant de raisonner pour un public aussi large, il a fallu que l'enseignement oral de Lacan, contrairement à celui de Freud qui passait par l'écrit, puisse sonner auprès d'un petit nombre de disciples dont nous avons recueilli le témoignage. D'autres, aujourd'hui disparus, Françoise Dolto, François Perrier, Octave Manoni, le père Bernhardt, auraient eu leur place dans cette enquête qui s'est fixée pour objectif de restituer qui, à travers ses paroles vivantes, qui a été Lacan. Pas seulement le théoricien génial, mais aussi l'homme et l'analyste. Ma rencontre avec Lacan, qui date donc de 1949, est tout à fait exemplaire de ce qu'a été pour moi cette rencontre. C'est-à-dire à la fois en direct et en biais. J'ai rencontré Lacan sur les indications de Françoise Dolto. Pour moi, la psychanalyse était une chose vraiment très peu familière. Je m'étais intéressé autrefois à la philosophie orientale. Et c'est comme ça que, par le biais de Françoise Dolto, j'ai rencontré Lacan. Que s'est-il passé dans cette rencontre? Je dirais que là encore, tout s'est passé à la fois au cœur des choses et sur les côtés, en biais. Il a été décidé quasiment sur le champ que je viendrais lui parler comme analyste. Et ce qui s'est fait pendant plus de 4 ans, pendant lesquels beaucoup de choses se sont passées dans l'analyse, dans le mouvement analytique pour Lacan. Et pour moi aussi, bien sûr. Quand on a eu des relations, disons, moins strictement analytiques, c'est-à-dire vers les années 54-55 à peu près, il a passé en Alsace, où nous avions une maison de campagne, et le prétexte en était une visite à Heidegger d'une part, un pèlerinage goéthéen, sur les lieux de Goethe en Alsace, ce que nous avons fait, ce qu'il a fait, scrupuleusement. Il se trouvait qu'en plus, c'était juste au moment de son anniversaire. Mais il y a un côté homme de nature, je veux dire, chez Lacan. C'était au printemps, c'est beaucoup dire, enfin dans les environs de Pâques, il ne fait pas très beau en Alsace. Je lui propose d'aller faire une promenade dans la forêt, de monter sur un des petits sommets vosgiens. Son enthousiasme était modéré, mais quand je lui ai dit le nom de l'endroit
où je lui ai proposé de l'emmener, à savoir un lieu dit Urstein, c'est-à-dire pierre originelle. On est parti immédiatement. Non équipé, bien sûr, il restait encore un petit peu de neige, et c'est typiquement, quand je parle de rencontres sur des signifiants, comme il aurait dit, et comme nous disons maintenant. Fin 1949, j'ai commencé mon travail avec Lacan comme analyste de contrôle. J'étais en contrôle chez lui. Pour ma part, à un moment donné, vraiment, je pensais sérieusement à laisser la psychanalyse. Enfin, je pouvais trouver d'autres choses à faire. Et puis quand Lacan a dit que la psychanalyse est une expérience de discours, alors là, j'ai commencé au moins à faire quelque chose qui s'appelle écouter. Et puis, bon, par la suite, la traduction de l'interprétation du rêve, sur laquelle j'ai passé 5 bonnes années, m'a convaincu que c'était vraiment ça, c'est-à-dire que la psychanalyse ne pouvait pas être autre chose. Voilà le point d'impact qui a fait que ce que vous appelez un transfert de travail est né à partir de ce moment-là, qui coïncide d'ailleurs avec le moment où il a commencé son séminaire chez lui aux 3 rues de Lille. Moi, c'est en 1948 que j'ai commencé mon analyse chez Lacan et je ne connaissais Lacan même pas de nom et je connaissais très peu de choses à la psychanalyse. Bien entendu, j'avais lu un certain nombre d'ouvrages, mais finalement très peu. Quant à Lacan, je ne connaissais pas du tout. Mais par contre, je peux tout à fait dire que dans les rencontres que j'ai faites à ce moment-là, avec un certain nombre d'analystes, il y avait des rencontres qui étaient organisées par l'institution Société française de psychanalyse, par Société parisienne de psychanalyse, et c'était organisé, et on devait être vu par 7 anciens. Les grands-ducs, comme on disait à l'époque, on allait les voir, ceux-là ayant notamment pour mission de décider, je ne sais pas, si on était assez intelligent, pas trop névrosé, avec des titres, enfin, des éléments comme ça qui pouvaient assurer que le candidat avait des chances de devenir analyste. Hein. Alors moi j'ai donc vu les 7 personnes en question, et parmi lesquelles il y avait Lacan. J'étais dans une situation personnelle très difficile, il faut dire, pas tellement d'ailleurs préoccupé par la dimension didactique de mon analyse à faire, mais alors j'ai vu des gens qui étaient tous bien gentils d'ailleurs, bien braves, qui pouvaient tout à fait avoir de l'intérêt pour moi, voire de la compassion pour moi et mes difficultés. Mais c'est à moi qui s'intéressait, notamment pour m'admettre ou pas m'admettre comme candidat. Avec Lacan, c'est pas la même chose. Lacan écoutait ce que je disais. Il pensait à ce que je disais, il écoutait. Je racontais des choses, manifestement ça l'intéressait. Il m'interrogeait, puis non, j'ai vu là quelque chose qui est une issue beaucoup plus intéressante que ce que je pouvais avoir chez les autres. Et c'est pour ça que j'ai choisi Lacan. Lacan n'a jamais répugné à montrer son intérêt
Alors, il y a des tas de critiques qui sont faites contre Lacan, le fait qu'il prenait des gens passé longtemps, etc. Mais quand même, Lacan, à cette époque-là, est venu me voir, je ne sais pas, peut-être 10 ou 20 fois, soit chez moi, soit à l'hôpital. Ça se fait pas beaucoup chez les analystes maintenant. Je dois dire que moi, ça m'a pas tellement épaté qu'il fasse ça. J'avais pas de modèle pour dire que c'est pas comme ça qu'un psychanalyste va se comporter. Un certain Jacques Lacan sévissait à Sainte-Anne sous deux formes essentiellement. D'une part, une présentation de malades et d'autre part, un séminaire dont on commençait à parler. Jacques Lacan à Sainte-Anne avait été l'élève de Gaëtan de Clérambault. À la présentation de malades, Lacan examinait un malade. Lacan ne faisait pas grand-chose d'autre que de dialoguer avec lui. Autrement dit, de susciter quelque chose de son discours. Que Lacan fût psychanalyste, ce n'était pas évident dans le cadre de cette présentation, mais si on descendait un étage, je tombais devant quelqu'un qui faisait le séminaire sur les formations de l'inconscient. Alors là, j'ai compris qu'une pensée était en train de s'élaborer. Dans son enseignement même abstrait et schématique et déjà un petit peu sinon mathématisé mais géométrisé, Lacan faisait passer quelque chose qui était de l'ordre des rapports du discours et de l'inconscient, du sujet et de l'autre, du grand autre et du petit autre. Enfin, on ne va pas reprendre ce qu'il a ensuite développé. Mais disons que c'est effectivement, après avoir découvert le psychiatre, que j'ai rencontré l'analyste. Moi, j'étais à l'époque jeune interne. Les chefs de clinique s'appelaient François Perrier, Serge Leclerc, Guy Rosolato. Ça, c'était 2 ou 3 ans avant que je ne fasse une démarche auprès de Lacan. J'avais écrit une lettre à Lacan en disant « Monsieur, je souhaiterais vous rencontrer pour éventuellement entreprendre une analyse sous votre direction. » Je ne me souviens plus si j'étais moi-même conscient du côté un peu ambigu de cette demande. En tout cas, ce dont je me souviens très bien, c'est de la réponse de Lacan, non pas écrite, mais il m'a téléphoné tout simplement pour me donner rendez-vous. Et la première chose qu'il m'a demandé, c'était « Qu'est-ce que vous entendez par ma direction ?» Alors j'ai bredouillé quelque chose en lui disant qu'il ne fallait peut-être pas qu'il... Alors voilà, naïf, il ne fallait pas s'arrêter à ce que j'avais dit. Ça commence bien de dire à son analyse, surtout ne vous arrêtez pas à ce que je dis, je veux faire une analyse, je veux que ça soit avec vous, etc. Bon. Lacan était pour moi, au fond, l'analyste avec lequel je risquais de ne pas faire d'analyse. Je crois que c'est comme ça que je suis allé le voir. Mais je me suis aperçu, depuis que je suis praticien de l'analyse, que c'est souvent le cas, que les gens viennent faire une demande à l'endroit où ils ont le sentiment soit qu'on va la refuser, soit qu'on va la prendre d'une façon qui ne les mettra pas trop en danger. Enfin voilà donc l'état d'esprit de ce sous votre direction. Ça veut dire, monsieur, surtout, dirigez bien les choses de telle façon que rien ne bouge. Voilà. J'ai commencé à voir Lacan en 1957. J'ai rencontré Lacan par le plus grand des hasards, comme toujours, comme il se doit. C'est-à-dire que je préparais l'internat de Paris avec 2 amis. L'un d'eux était un agrégé de philosophie. Et il avait la particularité étrange, c'est que vers 4 heures de l'après-midi, il se levait, il nous laissait continuer notre travail, puis il s'en allait, on ne savait pas où, et puis il revenait à peu près 1 heure plus tard, l'air manifestement soulagé. Et nous étions, mon ami et moi, très intrigués par ce comportement qui se produisait 3 ou 4 fois par semaine. Vous ne pensiez pas que c'était un rendez-vous galant? Eh bien, sa femme charmante qui était là n'en semblait absolument pas inquiète. Et puis, la
conversation et l'intimité grandissant, cet ami nous a fait part du fait qu'il allait à sa séance d'analyse chez Lacan, et cet ami, il se trouve que c'était Jean Laplanche. Et que, à partir de ce moment, nous avons été amenés à parler de psychanalyse, et que les symptômes dont mon ami et moi, qui travaillions donc avec lui l'internat, se sont montrés brusquement assez ranimés, assez stimulants pour que nous allions l'un et l'autre, mon ami et moi, cet ami qui était Pierre David, eh bien, pour que nous allions voir Lacan. Nous étions donc tout un groupe d'amis et collègues de Sainte-Anne à entrer à peu près en même temps en analyse chez Lacan et à être en analyse chez lui pendant une douzaine d'années, c'est-à-dire pendant la grande période de l'enseignement de Lacan. Et nous étions collègues de salle de garde, nous étions avec certains très copains, très amis, on partageait le travail mais aussi les loisirs, et on se parlait tout naturellement de nos analyses. On se rencontrait même quelquefois dans l'escalier du 5 rue de Lille. Eh bien, Lacan n'avait aucun stéréotype, c'est-à-dire que autant étions-nous effectivement des personnes différentes par leur caractère, leur personnalité, leur structure, leur névrose, enfin tout ce qui est habituel. Et Lacan avait une façon de conduire les cures dans laquelle nous ne reconnaissions absolument pas l'expérience que nous vivions. Je crois que c'est quelque chose qui me paraît important de souligner, parce qu'on a tellement voulu réduire la pratique de Lacan à des espèces de stéréotypes, durée de séance, silence quasiment absolu, position par rapport au divan, interruption des séances. Enfin, je veux dire, tout ce qui a été épinglé ensuite comme entorse au cadre classique. C'est vrai que ces séances ne se déroulaient pas d'une façon, je dirais, fixée par des standards, mais en tout cas, elles étaient personnalisées, disons. C'était en 1953, ça je me souviens, parce que c'était l'année du grand clash dans les milieux psychanalytiques, c'est l'année de la rupture de Lacan avec l'IPA. Moi, j'étais quand même petit externe dans mon coin et j'ai pas compris grand-chose aux enjeux. Jusqu'en 67. Là, j'ai rencontré Lacan vraiment. En chair et en os, il faisait son séminaire. Comme ça que j'ai commencé mon analyse avec lui. Pourquoi la psychanalyse? Mais parce qu'il y avait Lacan, et s'il n'y avait pas eu Lacan, ça n'aurait pas été dans l'urne, la psychanalyse. Pourquoi? Parce que moi, je sortais comme ça d'une psychologie, disons, pseudo-mathématique et pseudo-scientifique, ce qu'on appelle la psychologie expérimentale, qui, moi, me paraissait toujours un peu artificielle, enfin, et pas satisfaisante du tout. Et avec Lacan, au séminaire, j'ai assisté à un effort certain pour reprendre la psychanalyse et essayer d'en faire quelque chose de rationnel et de scientifique si possible. On m'a dit, pourquoi avez-vous suivi Lacan? Ma réponse a été, pour ne pas le suivre, il aurait fallu avoir un transfert animal sur son analyste, ce qui n'était pas mon cas,
une panique homosexuelle, ce qui n'était pas mon cas non plus, une obnubilation quelconque ou un grand manque de discernement. Et la question suivante était, pourquoi est-ce qu'il vous a séduit? Je ne vais naturellement pas dire qu'il était séducteur. C'est une platitude, une imbécilité. Il m'a séduit parce qu'il était séduisant. Il était suprêmement séduisant. Et je dirais que, quand il le voulait, il pouvait être irrésistiblement séduisant. C'est bien sûr quelque chose qui est de nature à provoquer une trouille monstre chez les jeunes gens et chez les hommes moins jeunes. Alors, je ne vous laisse pas me poser les questions, mais enfin, ne m'en veuillez pas. Pourquoi me suis-je trouvé, donc, dans ces conditions, suivre Lacan au-delà des raisons que je vous donne, alors que je n'étais ni son analysant, ni son élève de contrôle, ni quoi que ce soit? Je dois nécessairement passer par une embardée, par un excursus sur ma propre personne. Dans ce milieu analytique, parisien, j'étais aussi étranger que, je dirais, je le suis resté dans mon pays d'adoption, bien que j'y sois né. J'étais sous tout rapport absolument étranger au milieu qui m'entourait. Si vous voyez comme ça, si vous me voyez entouré de photographies, il y a bien sûr celle de Lacan. Il n'y a pas que celle de Lacan, il y a celle de ses élèves historiques. Et lorsque Lacan est arrivé comme ça un jour sur le coin d'un trottoir, dans mon horizon, avec cette sorte, je dirais, de distinction, d'élégance et de bon goût qu'il avait, il m'a paru tout à fait évident, naturel, de le suivre lui et de me détacher de ceux auxquels rien ne me liait. Alors vous me direz, mais de quel Lacan êtes-vous en train de nous parler? Eh bien là, voyez-vous, il y a un écrit, est-il de lui, n'est-il pas de lui, ça m'est égal, est-il apocryphe ou pas, vers la fin de sa trajectoire, où Lacan s'adresse à ceux qui sont là en disant à ceux qui m'aiment encore. Ça fait scandale. Ce m'aime encore. Moi, apocryphe ou pas, je ne trouve là, je n'y vois que ce qu'il y a de plus légitime. D'abord, pour suivre Freud, toute l'affaire de l'analyse, c'est une histoire d'amour. Et ça ne traite que de ça. Alors, le Lacan dont les uns ou les autres parlent, moi je vous dirais, je vous parlerai du mien, ça veut dire quoi? C'est le Lacan que j'aime ou que j'ai aimé. Et je me suis tourné contre lui lorsque j'ai cessé de l'aimer. C'est vrai que Lacan était un grand séducteur, mais ce qui est quand même surprenant, c'est que nous puissions le lui reprocher, parce qu'après tout, il n'y a plus tellement de maîtres qui puissent nous séduire. Alors nous en avions un, et ça n'était sans doute pas sans quelques bonnes raisons. En tout cas, lui en avait une. Il en avait une qui était éminemment psychanalytique, c'est-à-dire que la faculté d'aimer, eh bien, il convient, comme nous le savons, de la pousser à son terme. C'est l'un des plus grands enseignements de la psychanalyse. Et bien que cela ait pu lui répugner, lui-même se prêtait parfaitement à être le support de ce mouvement. Ceci étant, si Lacan a pu être aimé par ses élèves, on peut dire que lui aimait encore davantage. Quoi? Qui? Peut-être aussi d'ailleurs une bonne part de ses élèves, même s'ils l'ont déçu, mais ce qu'il aimait surtout, c'était les questions que lui posait la psychanalyse, et dans lesquelles il était complètement investi, engouffré, absorbé, passionné, malade,
au point, comme nous le savons, de passer ses journées, une partie de ses nuits, ses week-ends immanquablement à travailler toujours ces mêmes questions. C'est ce que lui-même d'ailleurs a théorisé dans cette formule qui est restée énigmatique et qu'il a appelé le transfert de travail. J'ai été amenée à donner plusieurs conférences auxquelles Lacan assistait sur le problème de l'enfant débile et sur le problème de la psychose chez l'enfant. Mais c'était surtout entre 50 et 64 la rencontre avec l'enfant débile et le problème de l'arriération qui était quelque chose qui m'avait interpellée. Et c'est au détour de ces conférences que Lacan m'a dit un jour, il faut venir me voir et faire une tranche d'analyse avec moi. J'étais à ce moment-là déjà analyste de l'international via la Belgique, donc j'avais tous mes certificats de vaccination conformes. Lacan était intéressé par ce qu'il y avait de plus naïf dans mon expérience, qui ne reposait pas sur des critères théoriques bien définis. Les cures se faisaient et les rencontres se faisaient plutôt dans la mouvance de ce qu'avait été ma propre analyse. C'était surtout de longues années d'une très grande amitié et d'une passion au niveau du travail. Ce qu'il m'amenait, c'était une possibilité de trouver mes mots, les mots pour le dire, d'une expérience qui était demeurée parallèlement importante avec Françoise Dolto, mais qui m'arrachait à tout mimétisme, dans la mesure où il y avait à trouver ma voix propre. Lacan m'a apporté, au fond, ce qu'il me demandait, c'est-à-dire cette formidable présence et cette écoute qui ne s'est pas limitée à la situation analytique. J'étais sûr, avec lui, qu'il y avait quelqu'un qui entendait. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ? Qu'est-ce qu'il a pu m'apporter de plus? Je ne sais pas. Le reste, j'allais dire, est presque secondaire. Et c'est l'autre versant. Donc, si j'en parle, c'est pour parler de Lacan, bien entendu. Mais ce qu'il m'a apporté, c'est ça. C'est-à-dire cette fantastique présence, cette écoute bien au-delà, et en situation analytique ou ailleurs, de ce que je pouvais entendre, de mon appel, de mon cri, de mon angoisse, de ma solitude. Il y en avait au moins un. Enfin, il y en avait un. Et là, j'en étais sûr. Oui, je crois que ce qui m'a le plus touché, j'ai du mal à en parler au passé. Ce qui me touche le plus chez lui, c'est ce que je sentais toujours dans les paroles, justement, les plus neutres, les plus
Les plus occasionnels, quelque chose d'un appel. C'est comme s'il était là toujours, à appeler, à crier, à dire, à insister, à supplier. Enfin, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'entendre? Tous ceux qui ont été proches de lui ont entendu à un moment ou à un autre ce que je dis là. C'est quelqu'un qui vous appelait à 2 heures du matin parce qu'il avait quelque chose à dire dans des moments justement de crise ou de difficulté. Justement, dans ses premières années, vers les années 53, au moment où il se sentait en butte à la malveillance, pour ne pas dire à la persécution de ses collègues analystes, commençait comme ça à téléphoner en pleine nuit pour dire son désarroi. Lacan, vis-à-vis de ses élèves, avait une confiance, vous pouvez appeler ça comme ça, sans borne. C'est-à-dire, il les voyait comme des collègues, des collaborateurs, mais aussi comme des porte-parole, comme des messagers, pour ne pas dire des prophètes. Et ça, c'était bien, mais ça comportait quand même une certaine méconnaissance de ce qu'il était bien placé pour savoir mieux que n'importe qui, à savoir une telle attente ne pouvait être ressentie de l'autre côté, c'est-à-dire le côté de l'élève, que comme une demande qui pèse très lourd. Ensuite, c'était une demande irréalisable, parce qu'après tout, quand vous êtes dans un séminaire de Lacan, bon, les idées que vous avez entendues au séminaire peuvent revenir à votre esprit, peuvent vous éclairer, peuvent vous aider beaucoup, mais quand même, ces idées vont vous rendre ce service sur votre propre chemin. Ce qui fait que le résultat, si vous donnez la peine d'écrire, sera quelque chose comme un texte où il y a des idées de Lacan, mais qui sont dans un ensemble qui est de votre cru. Moyennant en quoi, Lacan était en position de dire qu'on lui prend ses idées, mais qu'on les déforme, ou bien qu'on l'a mal compris. Et ça n'a fait qu'aggraver les tensions. Quand il parle de l'atmosphère d'ignorance dans laquelle il a commencé son enseignement, c'est faux. Des gens comme Octave Manoni, comme le père Bernard, comme le Lefebvre-Pontalis, Laplanche, et j'en passe, n'étaient pas du tout des ignorants, c'était des gens très cultivés. Donc il y avait des tensions, ce qui fait que beaucoup de ces gens-là, ceux que je viens de nommer, comme bien d'autres, Smirnov, Lang, etc., et ils ont voté contre lui. Ce vote contre Lacan comportait un enjeu fondamental. Ceux des élèves de Lacan qui acceptaient de désavouer sa pratique seraient affiliés à l'IPA et les autres non. Pour mieux comprendre l'enjeu de ce choix, il faut savoir que l'IPA avait été créée par Freud en 1910 au congrès de Nuremberg et était de ce fait détentrice d'une légitimité dont la plupart des analystes estimaient ne pas pouvoir se passer, étant donné que le titre d'analyste ne pouvait être décerné par aucune autre instance officielle. Alors on comprend que dans ce contexte, le coup de tonnerre apporté par Lacan lorsqu'il a proféré que nulle institution ne pouvait autoriser un analyste à l'être, pour autant que l'analyste ne saurait s'autoriser que de lui-même dans son acte. Si tel était le cas,
la structure de l'institution était profondément mise en cause puisqu'elle perdait le pouvoir de légitimer le titre d'analyste. Il ne pouvait pas, à l'époque tout au moins, prendre la moindre distance, je dirais dans son cœur, par rapport à ses collègues anglo-saxons. C'était eux qu'il poursuivait dans les congrès, dans les réunions desquelles il essayait de rentrer par les fenêtres lorsque les portes étaient fermées. Cet internationalisme-là, dans sa vie, Lacan, je pense, l'a d'une certaine façon rêvé, vécu. Il a eu la nostalgie de quelque chose qu'il n'avait jamais connu et qui, je pense, construisait entre nous des fils secrets. Et je pense que Lacan ne s'y est pas trompé. Lorsqu'il m'a, dans cette troïka historique donc, des premiers compagnons de Lacan, Perrier, Leclerc et moi, lorsqu'il m'a envoyé en étrave dans les réunions internationales, c'était bien sûr parce qu'aucune langue ne pouvait m'arrêter, mais parce qu'il connaissait aussi ma motivation sous ce rapport. Nous étions embarqués dans une entreprise où une solidarité, je dirais, régimentaire devait régner entre nous. Leclerc, moi, Lacan, d'autres encore. Lacan rompait ce pacte fraternel. C'est que dans cette relation, à un moment, il s'est passé quelque chose qui a fait que je ne pouvais plus continuer à aimer Lacan. Et je ne pouvais plus continuer à l'aimer parce que Lacan me trahissait. Qu'il me trahissait dans toutes les coordonnées possibles de la trahison. Il me trahissait d'abord sur le plan, je dirais, d'une sorte, des effets d'une sorte d'estime fondamentale que l'on a pour son semblable et qui consiste à ne pas le méconnaître, de ne pas méconnaître ce qu'il y a en lui de fondamental. Je rappelle que je n'étais, par rapport à Lacan, ni son analysant, ni son contrôlé. Autrement qu'au sens comme ça de groupe de travail. Ce qui n'empêche pas les transferts de travail, bien sûr. Lacan, pour moi, était un frère aîné. Et par rapport à un frère aîné, il est banal, et je dirais que la tragédie nous le montre. Il est banal que surgisse à un moment où on est amené à dégainer. Non, je n'ai jamais pris le parti des ennemis de Lacan. Seulement, je suis trop peu occidental pour que, quand j'ai essayé, contraint par une nécessité, de poignarder quelqu'un, et que la lame a heurté une côte, de la retirer en disant « Oh pardon, je suis tombé hein », et puis je l'avais en avant, alors ça s'est heurté là. Je recommence, en visant mieux, en essayant de passer cette fois-ci entre les côtes. Ce qui fait que, à ce moment-là, entre Lacan et moi, c'était ça. C'était pour moi une chose impardonnable que je n'allais pas lui pardonner. Officiellement, le conflit entre Lacan et l'IPA éclata pour des raisons techniques. On reprocha à Lacan ses séances courtes. En fait, ce reproche en voilait un autre plus souterrain. Lacan, en contestant que la fin d'une séance doit être réglée par une machine, par la montre, et en avançant qu'elle devait être instituée par la présence vivante de l'analyste, substituait à un règlement de fonctionnaire un acte éthique. Pourquoi ne pas intégrer les notions qu'apportait Lacan ? Moi, je crois que c'est parce qu'elles étaient de Lacan et que
il portait ombrage à ses maîtres à ce moment-là, par le fait de ses positions, de ces positions qui, comment dire, des positions de principe qui étaient nées avec sa thèse en quelque sorte. Hein. Le fait que l'inconscient est structuré comme un langage, si tu veux, c'est dans la formule, elle est dans la thèse, elle est à la fin de la thèse. Alors je crois que là il y a quelque chose qui effectivement ne pouvait pas être su sur cette, ce qui a entraîné une conception de l'inconscient un peu différente. La question des séances courtes est née en 1953 et ça a été un des points de rupture. On accusait Lacan de faire des séances courtes pour prendre le plus de patients possible et de n'en pas laisser à ses collègues et en faire un instrument de puissance. Les séances, non seulement n'étaient pas de 45 minutes, elles n'étaient jamais de 45 minutes, ou exceptionnellement. Ou alors, quand il estimait nécessaire, il faisait revenir. Il demandait à l'analysant de revenir de 1 heure ou 2 heures plus tard, et parfois même 3 fois, 4 fois par jour. Bon. Le problème est un problème technique que Lacan n'a jamais défendu ni proposé à ses élèves. Il a toujours laissé ses élèves faire là-dessus comme il voulait. Qui consiste en ceci. C'est que ce qui se donne à entendre dans une formulation est lié à la césure. C'est comme dans n'importe quel texte. C'est la ponctuation qui fait que ce texte donne à entendre ce qu'il véhicule sans qu'on sache bien ce que c'est, ce qu'il véhicule. Mais selon la ponctuation que vous allez lui donner, comme vous le savez, ça a été un grand problème pour les textes, pour les textes sacrés, que celui de les variations de sens qui résultent selon la ponctuation qui est opérée. Eh bien, il en est de même dans toute parole, c'est la ponctuation, la césure, la coupure, qui donne à entendre ce qu'il y a éventuellement à entendre. Il n'y a peut-être rien à entendre. Et donc, Lacan se servait de cela. Ce qui fait que la durée d'une séance pouvait être liée à ceci, c'est que vous n'aviez rien de significatif à dire. Ça arrive. On ne peut pas toujours être branché. L'inconscient, il lui arrive de dormir, de se reposer, d'être ailleurs, je ne sais pas moi où il est. Eh bien, Lacan pouvait arrêter la séance parce que il n'y avait rien de spécial qui pouvait là se dire. Et puis, il pouvait aussi arrêter la séance parce que la coupure qu'il donnait, eh bien, donnait toute sa vertu, tout son sens à ce qui venait d'être formulé et ce que le patient avait à entendre. Alors, il y avait donc chez lui un maniement de cette ponctuation qui parfois était pertinent, parfois pouvait ne pas l'être. Il n'était pas sûr non plus de ne jamais se tromper. Peut-être que la bonne ponctuation aurait été ailleurs. Mais en tout cas, c'est pour des raisons théoriques très, très claires qu'il se servait de cela. Le Lacan dont nous parlons, c'est-à-dire le Lacan en pleine possession de ses moyens, était un praticien absolument respectueux de ses patients, très ouvert à toute, comment dirais-je, à toute demande. C'est un des rares praticiens dans sa position à ne pas imposer de longues attentes quand on lui formulait une demande d'analyse. Il n'avait pas de liste d'attente. Bon, sa pratique de séances à durée variable ou de séances assez raccourcies, évidemment, lui permettait de recevoir beaucoup de monde. On a glosé là-dessus, j'ai lu dans la dernière biographie qui est parue, on a même calculé combien il pouvait gagner par jour. Naturellement, nous avons tous fait ce calcul en notre temps, et personne n'est jamais arrivé, même à un ordre de grandeur du chiffre, certainement. Et puis, c'était son problème. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi, en quoi ça nous regarde. Ce qui est plus ordinaire, c'est de passer beaucoup de temps à une tâche et que ça ne vous rapporte rien.
Vous pouvez aussi être pris dans une autre dimension qui est celle de l'urgence, de la hâte, de la presse, du harcèlement, de la nécessité, de l'obligation. Et donc y mettre moins de temps et que ça vous rapporte plus. Il y a un rapport au temps, un rapport métrique au temps, où tant de temps c'est tant d'argent, mais qui est un rapport qui a besoin d'être analysé. C'est pas du tout un rapport naturel au temps. C'est un rapport, permettez-moi de l'appeler par son nom, un rapport de salarié. C'est le temps industriel. C'est même pas le temps agricole, qui lui ne connaît pas le même temps. C'est le temps très précisément de l'industrie. C'est un temps qui date du 19e siècle. Mais le temps, c'est bien plus que de l'argent. Le temps, c'est la mort, c'est pas de l'argent. Et dire que le temps, c'est de l'argent, c'est simplement masquer cette dimension-là. C'est que le temps, c'est la mort. On préfère l'oublier. Et on va donc dire que plus le temps passe, plus je gagne. Eh bien non, plus le temps passe, je ne gagne pas. Et j'oublie ce qu'est le temps. Et la façon de procéder de Lacan était une manière de signaler que nous ne sommes pas éternels, nous vivons comme éternels. Eh bien, premièrement, nous ne sommes pas éternels. Et d'autre part, il y a urgence. Il ne faut pas remettre à demain, il ne faut pas dire, tiens, mon travail ou mon livre, je vais encore y mettre 6 mois, ça... Non, il faut y aller pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Du côté de l'IPA, je ne dis pas l'IPA tout entière, mais en tout cas du côté de l'IPA, quelque chose avait été perdu de l'éthique de la psychanalyse. Et il me semblait que de se trouver dans cette situation, en effet, tout à fait insolite, d'avoir à témoigner sur son analyse et sur son analyste, dans un contexte dont nous savions les conséquences, puisqu'il s'agissait il s'agissait bien sûr de l'affiliation ou non de la Société française de psychanalyse à l'IPA, mais il s'agissait aussi d'envoyer Lacan au bûcher, puisque d'ailleurs c'est finalement ce qui s'est passé, puisque au fond l'IPA ne demandait pas mieux que d'accueillir au moins comme groupe d'études la SFP, mais qu'elle y mettait une condition, c'était que Lacan et Dolto, puisqu'il ne faut pas oublier que Dolto s'est trouvé aussi dans cette situation, que Lacan et Dolto ne fassent plus d'analyse didactique, ou bien en reviennent aillent à récipiscence en faisant les séances de 45-50 minutes. En mai 61, un comité délégué par l'IPA s'installe à Paris, à l'hôtel Westminster, sous la direction de Pierre Turquet, et entreprend une enquête inquisitoriale qui paraît incroyable aujourd'hui, mais qui eut lieu. Ceux qui désavouaient la pratique de Lacan s'opposent à d'autres qui reconnaissent sa justesse. Après un certain temps, la commission Turquet décide de ne pas reconnaître la qualité de didacticien de Lacan, que ses élèves sont mis au pied du mur et sommés de choisir leur camp. Pour Lacan ou pour l'IPA. Et alors, c'est 2 ans plus tard que Lacan, qui au début n'était pas opposé à une conciliation, choisit la rupture définitive en interprétant la position de l'IPA à son endroit comme un acte d'excommunication majeur. Et il fait cette interprétation dans un séminaire mémorable qui s'est tenu à l'école normale de la rue d'Ulm en janvier 63, où il fait une comparaison entre cette excommunication d'ordre religieux et celle qui frappa un jour Spinoza. Il voulait savoir combien durait la séance. Pour eux, c'était un article. Article de foi, mais en tout cas, une règle de jeu analytique au même titre que la libre association.
Parce que la psychanalyse, on peut le présenter comme un jeu qui a un certain nombre de règles. La règle de l'abstinence, la règle de libre association, la règle qui veut que lorsque l'un ou l'autre, c'est-à-dire l'analysant ou l'analyste dit une chose, le moment après, il ne nie pas à l'avoir dit. Autrement, rien ne se passe, tout se défait à partir de ce moment-là. Alors donc, il y a un certain nombre de règles, et pour eux, les 45 minutes, c'en était une. Alors, ils voulaient savoir si les règles sont appliquées ou non. C'était là leur point de vue. Et à ce point de vue, Lacan a été pris dans une situation extrêmement difficile, parce que comme il avait une autre façon de s'y prendre avec le discours de ses analysants, une façon de s'y prendre qui vient que c'est en eux qu'il plaçait le savoir, et que ce savoir, n'est-ce pas, se signifiait, et que donc le temps peut se régler sur ce que ça signifie, ou non pas on va régler ce que se dit comme ça sur la montre. Hein? Il ne pouvait pas se faire comprendre. Mais alors donc, il ne pouvait pas non plus revenir sur sa méthode. Mais comme il voulait quand même ne pas se laisser expulser, c'est-à-dire ne pas perdre les gens qui en principe étaient ses collègues et avec lesquels il espérait toujours dialoguer, il a fait appel à des méthodes tordues. Il a demandé à certains de ses analysants d'aller dire que la séance durait 30 minutes, 25 minutes. Hein? Autrement dit, il a demandé à certains de ses élèves de mentir, et cela a eu des effets ravageants. Mais en tout cas, c'est l'effet de la situation impossible où il a été mis. Le sorte de mauvais accueil qu'on a réservé comme ça à la doctrine de Lacan ou à son enseignement venait surtout de cela. De ce que toute l'analyse a été institutionnalisée sur la base il y a un savoir, ce savoir demande des conditions strictes pour être transmis, et la psychanalyse est devenue en quelque sorte une opération de régler l'entrée et la sortie. Autrement dit, il s'agissait c'était fondé sur le principe de quand on est analyste, on n'est pas n'importe qui. On a sa place à côté de juges, des avocats, de techniciens de toutes sortes, hein. Bon, de professeurs, etc. Alors, tout cela était mis en danger par cette doctrine. Il est tout à fait frappant que cet IPA qui n'avait pas hésité jusque-là à dire que Lacan ne pouvait absolument pas faire des analystes avec la pratique qu'il avait, cet IPA acceptait parfaitement que nous, qui étions des élèves de Lacan, moi et quelques autres, nous entrions dans cet IPA. Mais à une condition, c'est que nous votions pour l'exclusion de Lacan, pour qu'il ne puisse plus être analyste didacticien. Alors, voyez la façon, d'une part tout à fait contradictoire avec ce qu'ils avaient dit concernant Lacan et son inaptitude à faire des didactiques, mais d'autre part, le caractère tout à fait pervers de la question qui nous était posée. Vous dites que vous avez été analysé par Lacan, et cependant, vous dites que Lacan n'était pas un analyste. C'est une histoire complètement folle. Quand on est analyste, on veut se faire entendre où? On veut se faire entendre aux analystes. Donc, lui, il ne voulait pas se faire exclure. Il tenait à se faire comprendre, à se faire entendre.
Si ça n'arrive pas aujourd'hui, ça peut arriver demain, mais enfin, il voulait qu'on lui laisse le temps, etc. De toute façon, son enseignement, dans son esprit, était pour des analystes, l'exclure. C'était donc le faire taire. Et personne n'accepte ça. Il voulait continuer. Il voulait éviter l'exclusion, ça c'est sûr. Si on suit Lacan, quand il dit qu'on reçoit de l'autre son message sous une forme inversée, on est tout simplement un imbécile quand on l'exclut, cet autre. Parce que l'autre a beaucoup à nous apprendre. Un dogme, qu'est-ce que c'est? C'est une surdité garantie. Alors, lui, Lacan, n'avait pas de préjugés, n'avait pas de dogme quand il s'est laissé surprendre, effectivement. Il s'est laissé surprendre. Et pourquoi il s'est laissé surprendre? Parce qu'il n'avait pas un dogme qui fait qu'il vous connaît à l'avance, ou une doctrine qui fait que vous êtes à l'avance transparent pour lui. Donc, il vous écoutait. D'ailleurs, vous savez très bien que c'est une dimension fondamentale de sa théorisation, que la distinction entre l'autre en tant qu'il est transparent, image de semblable, et l'autre en tant que c'est un autre qui peut mentir, qui peut feindre, qui a une parole qui peut être authentique ou pas authentique, etc. C'est-à-dire l'autre en tant que c'est une zone qui se soustrait à ma connaissance. Alors lui, il était tout au service de cette zone-là. Lui, il bousculait la prétention à un savoir préalable avec lequel on va traiter le bonhomme ou la bonne femme qui est en face. Alors, donc, c'était une doctrine qui comportait quelque chose de grave pour eux, qui était les désarmer de leur savoir. Alors, même à ce moment-là, elle était encore loin de ce à quoi il a théorisé à la fin, à savoir que le psychanalyste ne se définit pas par un savoir, mais par un désir. La psychanalyse a le dur travail d'avoir à se constituer autrement que comme une église et autrement que comme un État. Parce que à partir du moment où un groupe se forme pour le maintien de son identité et de son unité, chacun vient faire assaut de plus d'orthodoxie et finalement de plus de conformisme. C'est quelque chose qui ne permet absolument pas que se fassent des avancées. Il faut bien au contraire que chacun soit libre de ce point de vue-là. Lacan n'avait certainement pas la passion de maîtrise, mais sa passion, c'était déjà la cause freudienne, parce que le retour à Freud, c'était le premier chapitre de la cause freudienne. Alors, c'était ça, sa passion, le dévouement à la cause freudienne, mais pas la maîtrise. D'ailleurs, écoutez, tous les gens qui ont réussi à faire quelque chose de durable, que ce soit dans le domaine de l'art, de la science, et même dans l'art militaire ou politique, c'était toujours des gens pour qui l'existence s'identifiait avec un projet. Et pour lui, c'était ça son projet. C'était ça sa passion. La persévérance dans le péché de Lacan et la persévérance à avoir non pas dérobé le feu du ciel, mais à avoir dérobé la parole et le langage aux dieux ou à leurs substituts. Sa persévérance à rendre la parole au sujet, à rendre la parole aux humains. Et sur ce point, il était intraitable.